Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode écriture et on va parler plus particulièrement des rebondissements. Alors avant d'expliquer et de donner quelques conseils sur comment gérer les rebondissements dans son histoire, il est important de définir ce qu'est un rebondissement, pour qu'on soit vraiment tous au clair avec cette idée et qu'on soit sur la même longueur d'onde pour tout l'épisode. Alors c'est important de définir puisque parfois dans les conseils d'écriture, on peut entendre parler de rebondissements majeurs et de rebondissements mineurs. En général, les rebondissements mineurs, ce sont les péripéties de l'histoire. Ce sont les petites choses qui vont arriver tout au long de l'intrigue et qui sont plus ou moins importantes, qui ont plus ou moins d'impact sur l'histoire et sur les personnages, mais qu'on pourrait plus facilement modifier, changer, voire parfois supprimer. Attention toutefois, si on peut supprimer un rebondissement mineur, donc une péripétie, sans que ça ait un impact sur l'histoire, il faut quand même se poser des questions du coup sur l'intérêt de cette péripétie. On va pas développer parce que c'est pas le sujet du jour, mais logiquement, chaque scène, chaque moment est utile à l'histoire. Et à l'histoire au sens large, Ça peut être l'intrigue, les intrigues secondaires, ça peut être les relations entre les personnages, le personnage lui-même, connaître son passé, etc., etc. Mais l'idée c'est que chaque moment de l'histoire, chaque scène, chaque chapitre, est utile à l'histoire. On pourrait presque dire chaque phrase. Bref, donc on a ces rebondissements mineurs d'un côté, et on a les rebondissements majeurs, qu'on considère comme les rebondissements au sens propre du terme, les vrais rebondissements de l'histoire, et c'est de ces rebondissements-là qu'on va parler aujourd'hui. En fait, ces rebondissements, ce sont les points pivots de l'histoire, les éléments importants de l'histoire, les nœuds dramatiques. Ce sont des instants dans l'histoire où vraiment tout va basculer. Il va y avoir un changement, il va y avoir un impact, il va y avoir une évolution suite à ce rebondissement. En clair, ces rebondissements ont, on va dire, deux grandes fonctions. La première, c'est de faire avancer l'intrigue ou de faire évoluer les personnages, parfois les deux. Et la deuxième, c'est de donner du rythme à l'histoire. On va tenir le lecteur en haleine grâce à ces grands rebondissements. La difficulté, c'est de savoir les gérer, et notamment de gérer leur remplacement. De gérer le moment où on va les placer dans l'histoire. Ils sont indispensables. Ce sont des rebondissements indispensables. On ne peut pas les enlever de l'histoire. Ils font l'originalité, la particularité de cette histoire-là, de ce roman. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, l'histoire serait totalement différente. On ne peut pas les enlever. Si on les enlève, ça change l'histoire. On peut partir de la même idée de base, mais si on change ces rebondissements-là, par exemple entre deux auteurs, on leur donne la même idée de départ, et puis on crée des rebondissements différents dans les deux histoires, on va se rendre compte que les deux histoires vont être totalement différentes. Elles ne vont pas évoluer de la même façon, et les personnages non plus, parce que ces rebondissements seront différents, même si on est parti de la même idée de départ. Ces rebondissements-là, on ne peut donc pas les choisir au hasard, ils sont vraiment importants, c'est la base de tout, c'est la base de notre histoire, de notre roman. On ne peut surtout pas les glisser dans l'histoire pour combler un trou. C'est un conseil que je donne dans les formations et notamment pour les dialogues. On ne va pas ajouter un dialogue ou un rebondissement ou une scène juste parce que c'était un petit peu mou, il y avait un petit trou, alors du coup il faut que je le comble et hop, je glisse quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Il faut revoir la structure de son histoire, il faut revoir son plan dans ce cas-là. Même si les rebondissements servent à donner du rythme, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, on ne peut pas les mettre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On ne peut pas non plus les utiliser pour créer un effet, pour faire joli à ce moment-là. Parce que, voilà, ce serait bien si d'un coup se faisait renverser par une voiture. Voilà, ça mettrait un peu de piquant. Non, il faut que ça ait un intérêt. Peut-être que le fait qu'elle se fasse renverser par une voiture, ça peut avoir un intérêt pour l'histoire, et dans ce cas-là, parfait. On peut avoir une idée qui vient comme ça en se disant, tiens, ici, qu'est-ce que je pourrais mettre, et qu'est-ce que ça va créer comme conséquence. Mais juste, elle se fait renverser, elle va à l'hôpital, 2 jours après elle sort, et puis hop, voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. Quel est l'intérêt dans l'histoire ? Il faut que ça ait un intérêt derrière, il faut que ça ait un impact. Chaque moment a un impact sur la suite de l'histoire. Et c'est d'autant plus vrai pour les rebondissements majeurs. Ils doivent avoir un impact, c'est pas ils peuvent, c'est ils doivent avoir un impact sur les personnages et sur l'histoire. Donc, ils doivent avoir une utilité, un intérêt d'être là. Pourquoi on les met là ? Pourquoi ce rebondissement-là ? Pourquoi à ce moment-là dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Quelles vont être les conséquences ? Pourquoi on a choisi ça et pas autre chose ? Ils doivent faire évoluer les personnages ou les faire se questionner, les faire changer ou faire évoluer l'intrigue.
Comme je l'ai dit, il faut qu'ils aient un impact, donc il faut qu'ils aient une conséquence, il faut que ça avance derrière. Et surtout, il faut qu'ils soient logiques et cohérents. Comme l'histoire de l'accident de voiture, il faut que ce soit logique par rapport à l'histoire. Et il faut que ce soit cohérent par rapport à l'histoire. On place pas un rebondissement comme ça d'un coup qui n'a rien à voir avec le reste de l'histoire. S'il n'apporte rien et qu'en plus c'est pas logique par rapport au reste, quel est l'intérêt ? Tout le plan, toute la structure de l'histoire doit être cohérente. Il y a un fil conducteur tout au long de l'histoire. Donc tous les rebondissements doivent être sur ce fil. Ils doivent être logiques. Tout doit mener du point A au point B. Du début de l'histoire à la fin de l'histoire, du personnage qui était en position A au personnage qui sera en position B, parce que le personnage va évoluer tout au long de l'histoire. Et il va évoluer pourquoi ? Grâce à toutes les péripéties, donc grâce à tous les rebondissements. Tout est imbriqué. D'ailleurs, c'est ce que dit souvent John Truby dans les épisodes que je partage sur l'anatomie du scénario. C'est organique, c'est un ensemble vivant. Tout est relié. Là, c'est la même chose. Les rebondissements, c'est pas juste des éléments qu'on va balancer au hasard dans l'histoire, en se disant « Oh tiens, là c'est cool, il va y avoir une explosion, là il va y avoir un accident, il va être infidèle, là il va y avoir une dispute. » Non, il faut que ce soit réfléchi. Idéalement, il faut même que ça aille crescendo. J'avais déjà donné l'exemple, mais dans le tome 1 de ma saga Landra Sécurité, alors on va pas parler tout à fait de rebondissement majeur, mais c'est dans l'idée du crescendo, mon héroïne est harcelée par un corbeau. Et donc le harcèlement prend différentes formes tout au long de l'histoire, et en fait j'ai fait en sorte que ça aille crescendo. Au départ c'est un petit mot, après c'est un colis qu'elle reçoit, après c'est son bureau qui est vandalisé, et ainsi de suite, et en fait le harcèlement prend des proportions de plus en plus grandes au fil de l'histoire. Ça augmente, et c'est ça l'idée. Dans les rebondissements c'est un petit peu la même chose. Pour justement qu'il y ait ce rythme, et que le lecteur soit tenu en haleine, ce qui est intéressant, c'est d'y aller aussi crescendo. Alors parfois, oui, on peut avoir un élément plus fort qui est placé avant, c'est pas grave, on peut prendre quelques libertés. Mais dans l'idée, c'est bien quand ça monte progressivement jusqu'au moment clé, c'est-à-dire le climax, dans le 3e acte de l'histoire. Mais ces rebondissements majeurs vont créer un pic à chaque fois. C'est-à-dire que notre histoire, c'est pas comme un rythme cardiaque plat, vous savez, c'est pas cette ligne plate. On a des péripéties qui font des petites vagues tout au long de l'histoire, et de temps en temps on a un grand pic, comme si ça s'accélérait d'un coup, parce que, paf, on a un rebondissement majeur. Il faut qu'on les voie. Ils sont importants, ils sont indispensables, donc ils doivent se distinguer de toutes les autres péripéties de l'histoire. Ces rebondissements majeurs, on doit les sentir passer, le personnage doit les sentir passer, et le lecteur aussi. Et attention, ce qui est important du coup, pour qu'ils aient un impact, il faut qu'il y en ait peu. 3, 4, c'est bien, pas plus. Parce que s'il y en a trop, imaginez, vous en mettez 10 dans votre histoire, ils auront beaucoup moins de poids que si vous en choisissez 3 ou 4, mais vraiment impactants, vraiment intéressants, qui vont changer l'histoire. Si on en met 10, finalement, fou là là, le lecteur il va se dire « Oh, encore !» Le personnage et le lecteur n'auront pas le temps de reprendre leur souffle entre chaque rebondissement majeur, ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, il faut les choisir avec précision, et faire en sorte qu'il soit marquant. Le lecteur, il va presque retenir son souffle à ce moment-là et se dire « Waouh, il s'est passé quelque chose là, là on l'a senti ». J'exagère évidemment, mais c'est pour bien faire comprendre l'idée. Donc on en choisit 3 ou 4, et surtout, on les gère, c'est-à-dire on gère leur emplacement, donc on les distille habilement dans l'histoire. Si je mets 4 rebondissements majeurs dans le premier acte, je suis désolée, mais la suite va être chiante. Même chose, si je les mets tout à la fin de l'histoire dans le 3e acte, mais que pendant les 2 premiers actes il ne se passe rien, en tout cas pas grand-chose, rien de majeur, le lecteur va s'ennuyer. Pour peu, il arrivera même pas au 3e acte. Donc c'est important de les distiller tout au long de l'histoire et de les placer de manière habile. C'est également ce qui va donner du rythme à l'histoire. Le lecteur ne va pas s'ennuyer parce qu'il va être tenu en haleine tout du long. Paf, acte 1, il va y avoir un rebondissement. Paf, acte 2, il va y avoir 2 rebondissements. Paf, acte 3. Donc, tout au long de l'histoire, à un moment donné, il va se passer un élément fort. Même s'il y a des péripéties tout au long de l'histoire, il y a ces moments forts qui vont être dispatchés sur le fil de l'intrigue et qui vont marquer le lecteur, qui vont le tenir en haleine. Donc on les met pas tous au même endroit, on les met pas tous à la suite. Et donc on ne met pas tout au début, tout à la fin ou tout au milieu. L'exemple le plus simple, et oui je vous en parle souvent, mais c'est parce que vraiment, je pense que c'est un élément très utile, surtout au début, c'est la structure en 3 actes. C'est la structure que je partage notamment dans les carnets d'écrivains, le carnet d'auteur qui sont disponibles sur Amazon.
Donc j'explique, il y a un schéma et j'explique chaque élément de cette structure, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les rebondissements majeurs. Et dans la structure en 3 actes, on les appelle les points pivots. Donc il y a 3 points pivots plus le climax. On pourrait considérer que le climax est également un rebondissement majeur, même s'il est une particularité, puisque c'est vraiment l'aboutissement de l'histoire. Mais c'est aussi un rebondissement, parce que c'est censé être le point culminant de l'histoire. Donc il marque aussi. Il y a des conséquences derrière, en fonction de, par exemple, si le héros atteint son objectif ou non, en fonction de comment se déroule ce climax, il y aura des conséquences sur le dénouement de l'histoire. Donc, il y a 3 points pivots plus le climax, ça fait 4 rebondissements majeurs. Et c'est exactement ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Alors oui, vous pouvez en rajouter 1 ou 2 en plus, mais il faut faire attention. Voilà, il faut pas qu'il y en ait trop, comme je l'ai dit, pour pas que ça brise l'effet, finalement, du rebondissement majeur. Donc la structure en 3 actes, vous l'avez compris, elle correspond à 3 actes. L'acte 1 qui est donc la mise en place, c'est le début de l'histoire. L'acte 2 qui est l'acte le plus long, qui contient la moitié de l'histoire et qui concerne la confrontation. Et l'acte 3 qui concerne la résolution, c'est la fin de l'histoire. Donc dans l'acte 1, on a un point pivot, c'est l'élément déclencheur. Ça vous le connaissez sûrement, on l'appelle aussi élément perturbateur. C'est ce qui fait basculer l'histoire. Si on n'a pas cet élément déclencheur, il se passe rien, il n'y a pas d'histoire derrière. Donc cet élément déclencheur est essentiel. En général, il arrive vers la fin du premier acte à peu près. Mais bon, ça c'est un petit peu à vous de voir. Souvent on dit que c'est ce qui fait basculer ensuite dans l'acte 2. À vous de voir comment vous placez votre histoire, mais sachez en tout cas qu'il est dans l'acte 1 vers la fin de l'acte 1. D'ailleurs, je rappelle que sur Instagram, j'ai partagé des posts récemment avec des explications, des définitions sur l'élément clé, l'élément déclencheur, le premier nœud dramatique, le point médian. Donc c'est tous des éléments qui vous aident à structurer votre histoire. Donc le compte Instagram, c'est rêve.d'auteur. Ensuite, dans l'acte 2, on a 2 points pivots. Forcément, l'acte 2, il contient 50% de l'histoire. C'est l'acte où il se passe le plus de choses, où il y a vraiment un grand nombre de péripéties, c'est là qu'on développe vraiment l'histoire, et c'est souvent aussi le moment où on a un creux. Il y a plein d'auteurs qui se retrouvent un petit peu au milieu de l'histoire, avec ce qu'on appelle le ventre mou. Ils ne savent plus trop comment relancer leur histoire, et pire, le lecteur risque de s'ennuyer à ce moment-là. Et c'est là que la structure en 3 actes est intéressante, puisqu'il y a un point pivot qui est en plein milieu de l'histoire, elle est vraiment à 50% du livre. C'est ce qu'on appelle le point médian, le point de non-retour, c'est le point pivot numéro 2. Là, il y a vraiment un impact avec ce point médian, puisque c'est un point de non-retour, on ne peut plus faire marche arrière. La situation va totalement changer, ça bouleverse l'histoire. Et comme ça arrive en plein milieu de l'acte 2, ça relance l'histoire, puisque c'est un moment où ça peut un petit peu s'essouffler. Donc c'est intéressant d'avoir à ce moment-là un retournement de situation. Et ensuite, juste avant la fin de l'acte 2, on a le point pivot numéro 3. C'est le dernier point culminant, le dernier rebondissement majeur avant le climax. Et en fonction du climax, à ce moment-là, c'est encore quelque chose qui va faire basculer l'histoire, et c'est un élément qui peut être finalement positif ou négatif, ça dépend vraiment de la suite de l'histoire. Mais en tout cas, c'est un événement marquant. Il faut aussi qu'il marque les esprits. Il va se passer encore quelque chose à ce moment-là, et le lecteur va être dans le... Est-ce qu'il va y arriver? Comment ça va se finir? Comment ça va se dérouler après ça? Et évidemment, au cours de l'acte 3, on a le climax, le point culminant de l'histoire, le moment où il y a l'espèce de confrontation, l'apogée de l'histoire. Tout mène à cet instant, c'est-à-dire que toute l'intrigue mène à ce moment-là. C'est pour ça que c'est bien quand ça va crescendo. Et c'est à ce moment-là que le lecteur doit retenir son souffle tout au long de cette scène, parce que il faut savoir comment ça va se terminer. Et donc il est limite en apnée, parce qu'il a peur pour le héros auquel il s'est attaché tout au long de l'histoire. Donc avec ces 4 rebondissements majeurs, donc ces 3 points pivots plus le climax, on a une structure équilibrée. On a une structure qui dispatche correctement les points pivots tout au long de l'histoire, et surtout, ce sont des points pivots qui ont une raison d'être. Ils ont une utilité. Ils ne sont pas à cet endroit par hasard. Ils sont à cet endroit parce que c'est à cet endroit-là qu'on a besoin d'eux. Et je le dis souvent, notamment dans les formations, qu'on fasse un plan ou non, qu'on soit architecte ou jardinier, on a besoin d'une structure. La structure, c'est ça. On n'a pas besoin de créer toutes les scènes de son histoire. La structure, ce sont ces éléments-là. Les éléments clés de l'histoire, les gros rebondissements. Et c'est à partir de cette structure qu'ensuite on crée un plan
ou qu'on écrit son histoire si on est jardinier, mais c'est la base de tout. C'est le squelette. C'est ce qui va maintenir l'histoire. Si la structure n'est pas solide, si elle est bancale, tout risque de s'écrouler. C'est vraiment très important, ce sont les fondations. Donc tous les auteurs, selon moi, c'est mon avis, devraient créer une structure avant de se lancer dans l'écriture. Et vous le voyez que c'est pas si long que ça. À partir du moment où on a réfléchi un petit peu à son histoire, à son fil directeur, au point A au point B, on se crée 3 rebondissements et le climax, on a déjà sa structure. C'est pas ce qui va nous prendre le plus de temps. Mais ce sont des éléments importants. Donc ça, c'est la structure en 3 actes que je propose dans les carnets d'écrivains qui sont disponibles sur Amazon. Structure dont je vous reparle aussi un petit peu dans les formations. Et il y a un livre qui pourrait aussi vous intéresser, c'est le livre de K.M. Weiland, Les 5 secrets de la structure du récit. Il y a un épisode de podcast qui est disponible concernant ce livre, puisque du coup je l'avais lu, je l'avais décortiqué pour vous. Et en fait, justement, c'est un livre qui est dédié à la structure. Donc elle parle de structurer son roman, de l'élément déclencheur, de l'élément clé, des goulots d'étranglement, du point médian et du point culminant. Donc c'est un tout petit livre, c'est vraiment un tout petit livre qui fait une 60aine de pages, c'est un petit format. Il est assez simple à lire, mais il est intéressant. Il y a vraiment un plan, une structure claire, qui peut vous aider à compléter la structure en 3 actes. Évidemment, la structure en 3 actes, vous pouvez aussi la modifier, vous pouvez aussi l'adapter. D'ailleurs, certains utilisent une structure en 4 actes. Mais c'est une base, c'est un point de départ, notamment quand on sait pas par où commencer, et notamment quand on débute. C'est une structure qui est suffisamment souple pour permettre à chaque auteur de l'utiliser, mais en même temps, une structure suffisamment solide pour avoir une intrigue solide. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment gérer les rebondissements dans une histoire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en discuter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en parler sur le compte Instagram rêve.d'auteur et puis surtout à venir voir les autres publications qui parlent de la structure. Et puis vous pouvez évidemment jeter un coup d'œil aux formations sur le site rêvedauteur.fr et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!